Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Mon invitée, Caroline Néron, évidemment, un nom qui fait tout de suite réagir pour toutes sortes de belles et bonnes raisons. Caroline, j'y pensais, je me disais, comment je la présente? Dire que c'est une battante, je me suis dit, oh, ça c'est quasiment quétaine aujourd'hui, dire de quelqu'un est une battante. Tu sais, on dit une battante. Ouais. Aimes-tu ça, toi, battante? Guerrière. Aimes-tu guerrière? Oui, j'aime ça, guerrière. Résiliente. Oui, Résiliente. résiliente. Mais la résilience, ça vient avec les épreuves. Tu sais, tu ne choisis pas d'être résilient. Tu le En fait, deviens tu par la voudrais force pas. des Exact, choses. exact. Merci, Caroline, d'être là. Fait plaisir. Fait grand plaisir de te recevoir. Ben, moi aussi. Je résume ton parcours. Tu as connu vraiment beaucoup de succès. Tu as connu effectivement des épreuves un peu plus difficiles. Évidemment, on se souvient que tu as été chanteuse, tu as été actrice, tu as joué dans plein de séries. Tu y reviens d'ailleurs là, depuis... Tellement heureuse. Voilà. Ouais. On se souvient de ton entreprise de bijoux, Caroline Néron aussi, qui était là. Je me souviens... Qui est de retour, Oui, qui n'a jamais arrêté, non. mais qui a pris une autre forme. Oui, exactement. Ouais. Plus humble et succincte. Et... Ben, plus humble, moins de frais fixes. Moi, je me souviens que tu m'avais déjà fixes. dit... Oui, moins de frais fixes. En tout cas, tu contrôles mieux. Tu m'avais dit 1 milliard. Moi, je rêve 1 milliard. J'en ai-tu rêvé? Tu te souviens qu'on avait fait la une du magazine Châtelaine? Oui, ensemble toi, avec Danielle Henkel. Qui est maintenant sénatrice. Oui, je sais. Et c'était les femmes et l'argent. Puis on parlait du tabou de l'argent. Mais toi, l'argent, puis on en parle ce matin dans l'émission, on parlait avec Cindy Lachapelle. C'est comment essayer de mettre de l'argent de côté et tout. Toi, ton rapport à l'argent, il est comment aujourd'hui? C'est-à-dire, il a changé. J'ai toujours aimé l'argent. J'ai toujours aimé l'indépendance que l'argent m'apportait. Donc, très, très jeune, tu sais, à 9 ans, je vendais des balles de golf pour mon argent tu sais, avoir de l'argent de poche. Puis, tu sais, j'aimais être indépendante. J'aimais ce que ça pouvait m'apporter aussi par rapport à la générosité aussi que ça peut donner, tu sais, de gâter tes proches, de donner à des fondations. Ça te donne plein de moyens, l'argent. Avant, je la comptais pas. C'était ça mon problème, parce qu'effectivement, dans ma tête, je me disais, je vais atteindre 1 milliard un jour. Donc là, je dépense de l'argent de poche. Mais t'étais vraiment convaincue de ça? Oui, très. Ben, c'est-à-dire que je l'étais. Oui, parce que j'avais le potentiel. Puis quand t'es en affaires, quand tu vois, tu sais, la réaction à tes produits, quand tu vois, quand tu côtoies des gens d'affaires qui réussissent, parce que, tu sais, veux pas, il y en a plein de success stories, mais il y a plein de success stories qui tombent à un moment donné et qui remontent. Donc, j'avais, si on veut, les couilles pour m'y rendre, mais bref, ça a tombé avant que je puisse faire quelque chose. Tu sais, je pense que j'ai trop délaissé... de pouvoir à certaines personnes, mais surtout, j'avais pas de regard. Des fois, on prend des mauvaises décisions, il faut juste le dire. Là, des fois, honnêtement, tu prends des mauvaises décisions. Ben, mauvaise décision, définitivement, mais un mauvais, surtout, contrôle des dépenses. Voilà. J'avais pas le nez dedans. J'avais une équipe de 5 comptables. Je me disais, au prix qu'ils sont payés, c'est clair qu'ils checkent tout. Mais, fait que c'est tout ça, tu sais, qui a fait en sorte que j'ai perdu le contrôle. Là, aujourd'hui, je respecte l'argent. Je ne dépense pas plus que j'en fais. Et tu as une associée aussi. Ben, qui est mon ancienne VP, qui a monté avec moi, qui a tombé avec moi. Puis ça, je pense que ça a fait en sorte que j'ai découvert la meilleure partenaire que je pouvais pas avoir. Parce que il y a rien de plus dur que de tomber. Tu sais, monter, c'est une chose. Puis mais... tomber, j'allais rajouter publiquement. Publiquement, puis je sais ça, que t'es c'est tannée, comme... là, qu'on te parle de ta maudite faillite, puis je comprends tellement, parce que je veux pas en faire plus qu'il faut, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, Caroline d'aujourd'hui, comment on passe à travers ça, parce que, tu sais, je regardais ton parcours, puis je me disais, on a tous vécu, tu sais, des hauts, des bas, c'est la vie, là. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Puis des fois, mais d'être publiquement... traîner dans la boue, on va le dire comme ça. On a dit beaucoup de choses. Il y a des gars 2000 articles. Ah non, mais 2000 articles, tu les as comptés. Je les ai pas comptés. Quelqu'un les a comptés pour moi. Ben, l'agence de presse avec qui on faisait affaire. Mais... Pourquoi autant? Pourquoi? Ben parce que ça tombait aussi dans une période où que, bon, tu sais, on cherche toujours je pense qu'en tant que journaliste, je suis pas journaliste, là, mais d'avoir des clics, c'est important. Et plus on parlait de moi dans cette période-là... C'est les influenceurs qui sont plus sur le clic, je sais pas, mais moi, c'est ce que mon agence de presse faisait répondre, c'est que c'était plus payant de continuer à parler de moi que de parler de Bombardier à cette période-là. Bref... c'est devenu une affaire de business où on peut aussi, en quelque part, se faire lire ses articles. J'étais une bonne cible. Oui, j'étais une bonne cible. Je pense que tu étais une cible plus facile. Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être quelque chose que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, d'être connu, d'être une personnalité publique, ça t'apporte beaucoup. Ça te permet de venir parler dans des entrevues.
Mais ta réputation est beaucoup plus fragile. Ouais. Fait que quand tu tombes de haut. Ouais. Ouais. T'as eu des moments où tu étais en boule sur ton sofa à dire qu'est-ce qui va Quelques mois. Mais tu sais, je pourrais en raconter des choses là-dessus, mais c'est long, c'est un deuil. C'est plusieurs deuils aussi, parce que quand tu tombes d'aussi haut, il y a aussi toutes les amitiés qui prennent fin parce que quand tu es riche, quand ça va bien, tout le monde te colle. Puis tu réalises... Ah, fait qu'il y a des gens qui étaient tes amis qui soudainement n'étaient plus tes amis? Oui, plusieurs. Mais plusieurs aussi, des gens que je considère comme des amis, mais des partenaires d'affaires, des gens avec qui je travaillais, qui tout d'un coup... Tout le monde est parti. Oh mon Dieu, ça va vite! Ouais, fait que ça fait mal. Moi, je pense que c'est le plus grand coup que j'ai eu, c'est... Est-ce que tu dirais que tu t'es ramassée toute seule? Non, je me suis ramassée avec un petit groupe, mais très fort. Fait que c'est ça aussi, c'est que dans les épreuves, tu reconnais les gens qui t'aiment vraiment, les gens qui sont vraiment là pour toi. J'ai développé depuis une relation extraordinaire avec le père de ma fille, qui n'était pas mon mari. Oui, parce qu'à l'époque, c'était Réal Boutin. C'est ça? Réal Boutin, c'est correct que tu l'appelles de même, mais c'est Bouclin. Bouclin, on peut l'appeler n'importe comment. Excuse-moi. Non, Réal oui. Bouclin. Réal Bouclin, lui, j'ai jamais reparlé, j'y reparlerai jamais. Mais tu as divorcé quasiment à la même période. En fait, je l'ai laissé peu de temps avant de tomber en proposition concordataire. Donc, pas en faillite, mais j'ai fait comme un grand saut. J'ai sauté d'un building, puis ça a fait comme let's go. La compagnie, le mari. Ah on recommence à zéro. J'étais plus bien. J'étais vraiment plus bien. Mais c'est vrai que ça me rapprochait du père de ma fille puis sa femme. Et c'est vraiment eux qui sont venus me sauver là, quand ça a été les deux premières personnes qui m'ont accoté, appuyé, encouragé, puis m'ont aidé par rapport à Emmanuel. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais Emmanuel 9 jours, puis son père l'avait 5 jours. Là, ça a tombé comme 7-7. Il voulait me libérer. Fait que je me disais que j'étais en dépression contrôlée. Tu sais, une semaine maman, une semaine dépression. Fait qu'une semaine de temps, j'étais en boule, effectivement. Avec un petit verre de vin, puis... Est-ce que, là, qu'est-ce qui nous passe par la tête? Honnêtement, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai décidé de parler, puis d'en parler, puis d'en reparler. Moi, j'ai connu 2 amis qui ont fait faillite, puis ils se sont suicidés. Maintenant, moi, est-ce que je suis allée là dans ma tête? Non, c'est pas dans ma nature. Je m'étais déjà mis à risque avant. Je suis quelqu'un qui prend des risques, puis qui dit prendre des risques veut dire aussi que tu vas tomber à quelques reprises. Mais t'apprends à tomber, t'apprends à te relever, puis t'apprends à comprendre que c'est ça la vie, tu sais. Tu peux pas demander à la vie plus en espérant que ça bougera jamais puis que ça va rester stable puis tout va être beau. Mais c'est sûr que j'ai trouvé ça lourd. J'ai trouvé ça extrêmement lourd. J'étais en dépression. Là. J'étais embarquée sur... j'ai essayé les antidépresseurs, ça marchait pas du tout, je dormais plus. Finalement, j'ai embarqué sur l'Ativan puis ça a duré 4 ans. Sur l'Ativan? Oh, wow. 4 ans à prendre mon Ativan tous les soirs pour dormir parce que sinon, mon cerveau, là... Je partais, puis j'avais des rêves, des cauchemars, en fait. Puis j'étais souvent dans la richesse dans mes cauchemars, puis j'étais souvent frustrée, peut-être à cause de mon ancienne vie. Mais bref, je suis contente de m'en être débarrassée parce que ça a été un long processus. C'est pour 4 ans, là, tu deviens accro, ça fait un an. Ben oui, t'es accro, là. C'est pour ça que j'essayais de débarquer, mais j'étais incapable. Puis mon médecin me disait, attends un peu, là, tu sais, tu t'essayes, là, tu te prends en main, tu fais plein de choses. Wow, donne-toi un break, parce que moi, je suis prête à tout arrêter, puis let's go, on repart normal. Mais ça reste que je me suis rendu compte que le processus était beaucoup plus long. Mais je suis contente d'avoir passé au travers. Puis c'est ça, j'ai réduit à un moment donné. 4 ans, c'est quelque chose, pareil. Hein? C'est quelque chose, mais là, ça fait 1 an et demi. Es-tu passé à 2 Ativans? C'est ça. En fait, c'est une psychiatre qui m'a expliqué, parce que j'avais réussi à réduire mon Ativan pour à prendre la 0.5, le 0.05, bref. Et quand je lui avais expliqué ça, elle m'avait dit, tu réalises, c'est une amie, là, quelqu'un dans la famille, puis elle m'avait dit, tu réalises que la logique voudrait qu'au bout d'1 an, 2 ans, tu augmentes ta dose et non que tu la réduises. Fait que dans les faits, ce que tu vis présentement, c'est un effet placebo. Et ça m'a vraiment parlé, puis à partir de ce moment-là, j'ai fait OK.
J'en ai pas tant besoin. J'en ai pas tant besoin. Puis, tu sais, le cerveau, c'est très contrôlant. Hein? Une psy? J'ai vu une psychologue. J'ai vu... En fait, tu sais, ce que je considère que tout le monde devrait faire, c'est... On a tendance à vouloir s'isoler dans ces moments-là, alors que c'est tout à fait le contraire. Faut que tu aies du monde autour de toi, des amis, des gens que tu sais qui t'aiment, des gens qui vont être là pour t'écouter. Mais il faut que tu parles, faut que tu écrives. Moi, j'ai écrit un livre. Le fait que j'ai écrit un livre, veux pas, ça m'a libéré de beaucoup. Fait que je pense que j'ai quand même fait le processus a été quand même plus rapide. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient tout de suite avec mon invitée, Caroline Néron.